J'aime à penser que les premiers sculpteurs travaillèrent sans projet, sur quelques roches de forme singulière, ou sur quelques noueuses racines, et s'étonnèrent les premiers d'une grimace du bois ou de la pierre, qu'ils n'avaient point cherchée. On conte qu'un peintre, désespérant d'imiter l'écume à la gueule d'un monstre, jeta son pinceau sur l'image commencée, et que ce hasard fit l'affaire. Belle légende. Il est vrai pour tous les artistes que le difficile est de reconnaître un beau trait, et de ne le point gâter par la retouche. Goethe disait qu'il faut être vieux dans le métier pour s'entendre aux ratures. Le beau n'est point prémédité, et la méditation de l'artiste, semblable en cela à celle du spectateur, doit respecter d'abord en vue de comprendre. Ces réflexions sont nées d'Ubu Roi. Cette œuvre, si l'on regarde aux idées, est peu de choses. Si l'on songe aux vérités que Gargantua et Pantagruel ont su nous faire entendre, ou bien au sens profond de l'Illulie, on voudrait nier Ubu Roi, qui ne dit rien que lui-même. J'en aurais fait, il me semble, le prince de Machiavel, montrant d'abord le monstre à forme humaine tout nu, et l'habillant ensuite de majesté. Là-dessus, j'écrirais 10 actes ou 20. Mais doucement. Les idées ne me manquent pas, et je crois qu'elles ne manquent à personne. J'ai des manteaux de toutes couleurs pour le monstre. Seulement, où est le monstre? Où est la noueuse racine dont je ferai visage? Ubu existe. Chacun l'habille à sa manière. C'est une racine qui grimace et qui veut retouche. Mais gare à la retouche. Vous gâterez la forte esquisse, je le parie. Jarry fut artiste en ceci, surtout qu'à ses 20 ans, il sut n'ajouter rien à cette œuvre d'enfance. On voit très bien comment la simplicité enfantine fait profondeur. C'est que l'observation découvre la nature rugueuse qui est l'explication de tout. La mécanique, alors substituée aux intentions, est ce qui fait rire et ce qui dissout l'importance. Ainsi, Ubu est vivant, à la manière des contes. On peut essayer de les comprendre. Toutefois, il faut d'abord les accepter. Comme le Sphinx. Vous pouvez y accrocher toutes les pensées du monde, mais l'œuvre existe en attendant. J'ai beaucoup insisté sur cette œuvre de forte satire parce que j'y vois les caractères du beau et notamment celui-ci, d'exister par la matière, sans aucun ornement de perception. Je suppose qu'il faut avoir été bien des fois ministre pour voir ainsi les rois. Ubu n'a point de pensée, ni aucun projet. Tout ce qu'il voit de bon, il le prend. On ne peut même point dire qu'il ose. Dès qu'il ne déchire pas, il a peur. En même temps qu'il conspire, il pense à trahir et livrer ses complices. Mais, que dis-je là? Il ne pense point. Ce sont 2 gestes en même temps. Ubu est bien au-dessous de la lâcheté, de la trahison et de la cruauté. Il faut un peu de prudence, et même de retenue, pour s'élever jusque-là. La sottise est bien plus haut encore. Cette puissante satire, mais informe, veut-elle dire que, pour être roi, les vices les plus bas sont encore un luxe inutile, une parure, une hypocrisie. Ainsi, les vêtements du prince étant tous enlevés, non pas les premiers et les plus extérieurs, qui sont courage, loyauté, justice, mais les vêtements de dessous, qui sont sottise, bassesse, férocité, il reste la force nue, qui suffit. Ubu peut porter ces systèmes de politique, mais ce sont encore des vêtements. Tout ce qui règne serait donc au-dessous du pire. À ce degré d'audace, il n'y a même plus de satire. La grande comédie se montre, et les passions, dépouillées de toute parure et de toute pensée, secouent toute l'importance par le rire.